Bonjour à tous, encore une fois. J'espère que vous nous entendez. Oui. Très bien, donc alors bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue ici en salle. On espère qu'avec les nouvelles séances, on aura un peu plus de monde en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais en ligne également, évidemment, on peut très bien mener nos discussions. Donc, avant toute chose, en ma qualité de nouveau directeur du CCFEF, je tiens à vous souhaiter, de la part de l'ensemble de notre équipe, un bon début de la nouvelle année universitaire et vous dire que nous sommes tous particulièrement heureux de vous accueillir dans le nouveau cycle du séminaire de recherche francophone dans notre centre, que vous connaissez déjà sans doute pour certains. Alors, je rappelle que ces rencontres, qui depuis plusieurs années constituent l'un des points forts de nos activités, sont l'occasion de présenter aux étudiants, comme aux chercheurs confirmés d'ailleurs, les différents chantiers qui marquent l'actualité de la recherche française, mais aussi les réflexions des spécialistes polonais qui travaillent en étroite association avec le monde académique français. Et ce sera d'ailleurs le cas de cette première séance avec l'intervention de notre collègue Kinga Torbicka, qui fait partie des chercheurs permanents du CCFEF. Alors, toutefois, malgré les cadres pérennes et solides qui structurent nos séances, à partir de cette année, nous avons voulu renforcer l'approche thématique afin de faire dialoguer les différentes interventions autour d'un objet commun. Alors, ce choix s'explique en réalité par deux motivations principales. L'une est, pourrait-on dire, pédagogique et concerne principalement notre public étudiant, qui pourra ainsi construire et approfondir sa réflexion sur un sujet cohérent qui sera traité dans le cadre de cycles académiques semestriels ou annuels. Donc, cette année, nous avons choisi de poursuivre la même thématique sur l'ensemble de l'année. Et l'autre motivation est davantage méthodologique, puisque examiner une notion ou une problématique commune permet aussi de renforcer une approche interdisciplinaire à travers des regards complémentaires offerts par les différentes spécialités des sciences humaines et sociales. Alors, pour l'année académique 2022-2023, nous avons décidé de nous consacrer à la notion de sécurité qui, au-delà même de son actualité évidente, je n'évoque pas ici le contexte international, mais je pense que vous voyez évidemment à quoi je fais référence. Elle interroge aussi plusieurs processus des sociétés humaines avec des temporalités variées. En effet, considérée dans un sens général, la sécurité est un état où les risques sont réduits au minimum, donc là où la résilience apparaît comme la plus forte face aux aléas. De cette manière, cela concerne des aspects éminemment politiques et sous la forme d'un clin d'œil, pourrait-on dire, je rappellerai ici que le fondateur de notre centre, Michel Foucault, reliait directement la notion de sécurité à celle de gouvernementalité, autrement dit au pouvoir exercé par un État sur ses populations. Toutefois, par ce biais, la sécurité est aussi une problématique qui se développe à l'échelle individuelle à travers son lien complexe avec la notion de liberté. Dans ce sens, cette notion qui plonge au cœur même des rapports entre les individus, mais aussi entre les individus et leur milieu, constitue un objet privilégié pour l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. Et c'est à travers cette approche que nous souhaiterions l'étudier cette année en croisant la perspective des politologues, des économistes, des philosophes, des sociologues, des juristes et des historiens. En effet, la sécurité est aussi une idée dotée d'une historicité propre associée à des imaginaires et des narrations qui ont beaucoup évolué avec le temps, comme vous vous en doutez bien, passant par exemple de l'ataraxie ou l'absence de troubles chère à la philosophie grecque, à la préoccupation de protéger les emprunts virtuels que la plupart d'entre nous laissent aujourd'hui, quotidiennement d'ailleurs, sur le réseau Internet. Donc une notion qui est non seulement fait référence à des situations différentes, à des postures différentes de la part de l'individu, mais aussi à un outillage matériel, évidemment, qui est complètement différent. Alors, je ne vais pas m'étendre ici, puisque ce n'est pas le but de cette brève présentation, mais simplement, après cette esquisse, dont le but est simplement d'évoquer les points généraux qui seront traités au cours de nos séances, je laisserai aussi la parole à ma collègue Alicja Jaworska pour vous présenter les aspects pratiques de notre séminaire et introduire notre intervenante, que nous remercions chaleureusement d'avoir bien voulu commencer et ouvrir le cycle de cette année. Donc Alicia, je vous laisse présenter les aspects pratiques. Merci, monsieur le directeur. Oui, pour les aspects pratiques, je voudrais dire que
notre séminaire fait partie du programme éducatif de l'Alliance for You Plus, donc les étudiants de cette alliance peuvent s'inscrire aussi. Il est organisé, comme vous voyez, sous forme de rencontres en français, en présentiel ici à la bibliothèque du centre et via Zoom. Pour ceux qui ne peuvent pas assister en présentiel avec nous, un mercredi sur deux, avec une présentation faite par un invité et la discussion qui s'ensuit. Le programme de ce semestre est disponible sur notre site Internet. Et un mot très pratique pour nos étudiants, pour valider ce cours, nous prendrons en compte votre présence au séminaire. Donc, vous avez le droit à une absence par semestre. Votre activité, c'est-à-dire vos remarques et vos questions. Et enfin, le résultat d'une courte discussion avec chacun d'entre vous vers la fin du semestre autour des sujets abordés au cours du séminaire. Je vous enverrai ces informations et techniques par mail aussi, pour que ce soit clair. Oui. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter notre collègue du centre, Kinga Torbitska, qui va aborder le sujet de la présidence française au Conseil de l'Union européenne. Et après la présentation, j'invite vous tous à participer au débat. Les participants sur Zoom peuvent bien évidemment prendre la parole, mais aussi inscrire leurs questions sur le chat. Je présente Kinga brièvement. Kinga est historienne et politologue. Elle a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle est chercheur au groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure Paris et membre du réseau scientifique Actualité critique européenne à l'ENS aussi. Elle s'intéresse, pour ses domaines de recherche, elle s'intéresse aux dimensions géopolitiques et militaires de la sécurité dans l'Union européenne et l'OTAN, au système de sécurité nationale des pays de l'Union européenne, en particulier les systèmes de la Pologne et de la France, et enfin à les problèmes
Bien, rebonjour à tous. Je ne sais pas si vous entendez, on a eu un problème technique. Il y a un ordinateur qui s'est éteint complètement. Je ne sais, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez lever le pouce, vous manifester? Parce qu'on n'est pas du tout certain que ça marche. Donc, si vous pouvez nous signaler votre présence, merci d'avance. Ah, très bien, bah, merci beaucoup. Merci. Bien, et bien après cette interlude, on reprend avec Kinga. Oui, Donc, oui, avec la présentation de notre chère Kinga. Désolée pour ces problèmes techniques indépendants de nous. Et donc, pour reprendre, je recommence. Non, peut-être on va aller plus rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Oui, Donc oui, juste voilà, vite, voilà. Donc, pour vous inviter aussi, je complète que Kinga récemment a dirigé le projet consacré à la pandémie de Covid-19, aboutissant à l'ouvrage collectif L'Europe centrale face à la pandémie de Covid-19, de la transformation anthropologique vers la recomposition géopolitique, qui va sortir bientôt, mais justement dans quelques jours. Et nous vous invitons déjà au séminaire autour de ce livre le 17 octobre, et vous trouverez bien sûr tous les détails sur notre site onglet lecture en SHS, parce que c'est le nom de notre nouveau cycle dédié aux discussions autour des publications actuelles en sciences humaines et sociales. Merci Kinga de proposer ce sujet, le sujet d'aujourd'hui dans le cadre de notre séminaire de recherche, et je te passe enfin la parole. Merci beaucoup, Alicia. Bonjour à tout le monde, virtuellement et en présentiel. Merci d'être venue. Aujourd'hui, comme Alicia l'a déjà signalé, je voudrais vous présenter une analyse, présidence française au Conseil de l'Union européenne, priorités et enjeux pour la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. C'est un projet que j'ai mené depuis la fin de 2021, qui se transformait en un chapitre d'une monographie scientifique qui sera publiée l'année prochaine à l'Institut des sciences politiques de l'Académie polonaise des sciences, dans une monographie intitulée « L'Union européenne face aux nouveaux défis à l'occasion du 30e anniversaire des traités de Maastricht ». Vous allez voir bientôt la présentation que je préparais. Donc, comme vous le savez peut-être, entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, la France présidait le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. En 2008, ça se charge. En 2008, la France dirigeait pour la dernière fois ce conseil, le Conseil de l'UE, et c'était la 13e présidence de la France depuis 1958. L'actuelle, cette présidence a été l'occasion pour la France et son président Emmanuel Macron de présenter une vision géopolitique française de la place de l'UE sur la scène internationale. La France souhaite articuler sa vision très précise de la perception de la souveraineté, de l'autonomie et de la responsabilité stratégique européenne, favorable à la promotion d'une Europe plus politique. L'objectif de cette analyse est de présenter et d'évaluer les priorités et les défis de cette présidence française du Conseil de l'UE, avec un accent particulier sur la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Il me semblait intéressant et aussi important d'analyser les activités de l'UE dans le domaine de cette politique, afin que, conformément aux objectifs de la présidence française, l'UE devienne un acteur indépendant sur la scène internationale, avec des ambitions de grande puissance dans la dimension géopolitique.
La dimension politique de l'UE est très importante pour la France depuis sa création. Ainsi, le 22 août 1962, Alain Peyrefitte, qui était un homme politique, lors d'une réunion du Conseil des ministres, demande au général Charles de Gaulle à quoi sert l'Europe. Et il entend alors la réponse suivante, je cite, « L'Europe doit servir à éviter d'être dominée par les Américains et par les Russes. Les six devraient pouvoir faire aussi bien que l'une ou l'autre de ces deux superpuissances. Et si la France parvient à être la première des six, ce qui est possible, elle pourra manier ce levier d'Archimède. Elle sera capable de guider les autres. L'Europe est le moyen pour la France de redevenir ce qu'elle n'était plus avec Waterloo, c'est-à-dire la première du monde. » Fin de citation. De la même façon, Jacques Chirac, le président de la France, voyait l'UE comme un multiplicateur de puissance qui renforcerait la position de la France sur la scène européenne. Dans le discours officiel français sur l'UE, des termes tels que la souveraineté européenne, autonomie stratégique et souveraineté stratégique apparaissent de plus en plus fréquemment. Ils sont conçus aussi pour véhiculer la vision française d'une Europe puissance. L'Europe puissance, c'était une expression qui a été créée par Jean-François Poncet, à l'époque le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a utilisée pour la première fois. Et ensuite, cette expression a été reprise par les présidents François Mitterrand et Jacques Chirac. Donc, revenons à cette Europe puissance qui doit incarner, je cite, cette fois l'ancien ministre des Armées, Florence Parly, l'action collective quand c'est possible et l'action autonome quand c'est nécessaire. Fin de la citation. Dans le même temps, la France souligne qu'elle s'oppose aux États qui sont favorables au renforcement de la position de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe, appelant à des investissements en autonomie stratégique et à une politique industrielle ciblée au sein de l'Union. Une première analyse des enjeux soulevés permet de dégager la question suivante. Les priorités de la présidence française du Conseil de l'UE correspondent-elles aux réalités géopolitiques du monde et sont-elles capables de faire de l'Europe vraiment une puissance? Donc, la conséquence naturelle de cette question est la formulation de questions de recherche suivantes. Les défis auxquels est confrontée la présidence française façonneront-ils l'UE pour les prochaines années de sortir de la crise liée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine? Quelles priorités la présidence française de l'UE s'est-elle fixée et par quels moyens entend-elle les mettre en œuvre? Les propositions de la présidence française, ses priorités et ses objectifs constituent-ils une réponse efficace aux problèmes de l'UE, à la situation en Europe et dans le monde? Les priorités de la PSDC, à la finalisation de la définition de la boussole stratégique, ce qu'on appelait Strategic Compass, sous la présidence française du Conseil de l'UE, conduiront-elles à un renforcement de la dimension de sécurité et de défense de l'UE? Et enfin, la forme définitive de la boussole stratégique répondra-t-elle aux enjeux du nouvel ordre géopolitique pour les années à venir? Donc, les priorités de la présidence de l'UE traduisent la concrétisation des ambitions politiques françaises et la France s'efforcera de faire de l'UE une puissance mondiale dans les dimensions géopolitiques, économiques et sociales par des actions cohérentes dans le cadre des différentes politiques de l'UE. Et la mise en œuvre d'initiatives européennes spécifiques à travers cette présidence est appelée à devenir justement cet levier d'Archimède pour la France. La méthode de recherche que j'ai utilisée dans mon analyse, c'était l'analyse des sources, des textes sources, la synthèse de conclusions sur la base de l'analyse des textes, l'interprétation
des conclusions reçues. Le texte utilise aussi une méthodologie de recherche qui est issue des sciences politiques, de la géopolitique et des relations internationales. Et mon analyse est basée aussi sur une analyse détaillée de documents des institutions de l'UE, de la présidence française, du Conseil de l'UE, du gouvernement français, des discours aussi et déclarations d'hommes politiques français, dont Emmanuel Macron, Florence Parly, Jean Castex, Bruno Le Maire, Clément Beaune, Thierry Breton. Aussi, j'ai analysé différentes expertises, avis et la monographie scientifique de politologues et de spécialistes français des relations internationales, dont Nicolas Tanzer, Pierre Buller, Pierre Velruz, Bruno Dupré, Bertrand Badi. Et donc, la France, en 1939, la France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer, donc la France entière, occupait 11% du territoire de la planète, lequel ne représente actuellement que 0,4% de terres émergées. Ce pouvoir perdu, la volonté aussi de le reconquérir, ont assombri la politique du gouvernement français pendant des années, qui s'est attaché à maintenir sa position d'acteur géopolitique majeur et reconnu sur la scène internationale. La France possède actuellement des armes nucléaires, 290 ogives nucléaires, l'armée la plus puissante d'Europe, 205 000 soldats sur 67 millions d'habitants, le troisième grand réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine, ainsi que la deuxième plus grande zone maritime. Elle reste un marché très attractif pour les investissements étrangers. La France, selon investissement direct à l'étranger annoncé en 2020, occupe la première place en termes d'investissement étranger. En 2020, 985 projets ont été recensés, investissements directs étrangers en France. Elle est aussi membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est ce que Macron a appelé en 2020 une puissance d'équilibre, je cite, au service de la paix et de la sécurité. Et c'est cela qui la distingue des autres pays. C'est précisément en réalisant ces ambitions françaises sur l'arène européenne qu'elle veut assurer cette position et la sécurité de ses citoyens. Selon Emmanuel Macron, encore une fois, je cite, « Seule l'Europe, selon lui, peut assurer une véritable souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde d'aujourd'hui pour défendre nos valeurs et nos intérêts. La souveraineté européenne doit se construire. » Fin de la citation. Cependant, la France est consciente aussi de la nécessité d'avoir des alliés et c'est pourquoi elle cherche depuis des années à reconquérir son pouvoir par des activités au sein des organisations internationales, notamment sur le forum de l'Union européenne. Ainsi, la présidence française du Conseil de l'UE reste significative pour l'avenir de l'UE, mais aussi de la France elle-même. Selon Bruno Dupré, je ne sais pas si c'est le bon slide. Numéro 6, oui, c'est le numéro 6. Merci. Donc, selon Bruno Dupré, coordinateur pour la sécurité et la défense au sein du Service européen pour l'action extérieure de l'UE, la nouvelle dynamique européenne que la présidence française tente de créer évolue sous l'influence de 3 facteurs, selon lui, qui restent significatifs. Premier, c'est la nécessité de donner à l'Union une dimension géopolitique face à la croissance de puissances mondiales concurrentes, principalement la Chine et les États-Unis. Deuxième, c'est la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. Et troisième, le duo franco-allemand qui a été appelé à l'époque par Jacques Delors le noyau dur d'un arbre européen. Ce premier facteur, évoqué par Bruno Dupré, rappelle ce que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a affirmé en 2020, sa volonté de donner à l'UE une dimension géopolitique. Comme l'a souligné Nicolas Tanzer, politologue français,
je cite, face à la soudaineté de l'histoire, l'Europe géopolitique est la seule réponse. Fin de la citation. Aujourd'hui, dans un monde dominé par cette rivalité américano-chinoise, l'UE doit retrouver sa place dans l'arène des relations internationales. Elle doit également s'imposer comme un acteur crédible et sérieux sur la scène géopolitique face à la rivalité croissante de la Chine et des États-Unis. L'Europe, en tant qu'ensemble géographique et entité politique, sans politique de sécurité spécifique, est un partenaire aux opportunités limitées pour ces deux pays, qui constitue une menace pour les intérêts de l'UE, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans le domaine de la sécurité et de défense et de valeurs. Par ailleurs, l'implication géopolitique de la France et de l'UE a été l'une des questions importantes soulevées lors de la campagne électorale présidentielle en France l'année dernière. Et il est important aussi de souligner que la société française s'exprimait pour ce renforcement de la dimension géopolitique de l'Union. 3/4 des Français se disaient pour la politique commune de sécurité et de défense, dans une stratégie commune et une armée commune. Et selon une étude qui a été publiée hier, une étude qui a été réalisée par Ipsos Sopra, Fondation Jean Jaurès et le Cevipof Sciences Po, intitulée Fracture française, la confiance dans l'Union européenne a nettement progressé et a atteint, vis-à-vis aussi dans un contexte de la crise actuelle, c'est-à-dire de la guerre, elle a dépassé 57%. Quant à la pandémie de Covid-19, qui nous a montré une certaine faiblesse du dispositif européen de gestion de crise, l'UE n'était pas prête à relever les défis mondiaux dans ce domaine. Elle n'a pas été créée pour ceci. L'absence d'une Europe santé a conduit à une crise au sein de l'Union qui s'est surtout manifestée dans la distribution de vaccins. C'est la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a montré la faiblesse de l'UE à 3 niveaux. De son organisation régionale à caractère associatif, de sa logique d'intégration par défaut et de sa mauvaise adaptation aux défis mondiaux. Le temps de la présidence française a été justement le moment de tirer les conclusions de cette crise sanitaire et de prendre aussi des mesures pour prévenir de nouvelles crises à l'échelle mondiale. Et enfin, les relations franco-allemandes qui ont déterminé et déterminent toujours la dynamique de l'Union. Et pourtant, les intérêts franco-allemands n'ont pas toujours coïncidé. La France veut mettre en œuvre une vision de cette Europe puissance par des interventions militaires de grande envergure, tandis que l'Allemagne prône plutôt pour une économie renforcée, la diplomatie et l'état de droit. Par conséquent, l'Allemagne se concentre plus sur la sécurité et la défense en étroite coopération avec l'OTAN et aussi les États-Unis, tandis que la France soutient toujours la mise en œuvre de l'autonomie stratégique au sein de l'UE. Actuellement, Emmanuel Macron peut compter sur le soutien du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz dans sa politique européenne. Dans le discours d'Olaf Scholz à l'occasion du Nouvel An, le nouveau chancelier a souhaité à tous une Europe forte et souveraine. Et de plus, Annela Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a déclaré que nos amis français peuvent compter sur notre soutien dans leur quête d'une Europe plus souveraine. Les élections en France, présidentielles et législatives, étaient aussi un facteur important de la situation globale, ainsi que les conséquences de la pandémie de Covid, ont laissé peu de place au débat au cours de la présidence française du Conseil de l'UE en France. La présidence elle-même a été instrumentalisée par l'actuel président cherchant à être réélu pendant sa campagne. Elle est devenue un atout pour Emmanuel Macron pour l'aider à consolider son attachement au projet européen auprès de ses électeurs.
Mais d'un autre côté, ses adversaires politiques l'ont souvent attaqué, attaqué aussi sa politique européenne, et l'ont utilisé comme argument pendant la campagne électorale. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, l'Europe n'avait plus d'ennemis et fondait sa sécurité sur l'OTAN. Ces dernières années, l'ordre international a changé et il y a eu de menaces de conflit, les attaques terroristes au Moyen-Orient, la guerre hybride de la Russie et la rivalité politique et économique agressive de la Chine. Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Cela a complètement changé la perception de la Russie par la France. Il faut souligner ici que dès le début de sa présidence, Emmanuel Macron a tenté de relancer les relations franco-russes, comme en témoigne entre autres la visite du président russe Vladimir Poutine à Versailles en 2017. Le président de la France cherchait des domaines de coopération, essayant d'élaborer sa propre méthode de coopération entre la France et la Russie, afin de créer un contrepoids aux intérêts chinois dans le monde. Dans le même temps, il a critiqué des pays qui n'ont pas choisi de coopérer la Russie, comme le pays de l'Europe centrale, et parallèlement, ces pays, ainsi que le pays baltes, ont accusé souvent Emmanuel Macron de sous-estimer le danger que représente la Russie. La situation actuelle nous a montré que nous avons eu raison. Ils ont l'incompréhension de leur insécurité et des coopérations étroites avec les États-Unis. Et ces pays n'ont pas compris pourquoi le président français voulait maintenir ce dialogue avec un pays qui menaçait leur sécurité. Et la guerre en Ukraine a modifié l'approche de la France vis-à-vis de la Russie et a modifié aussi cette attitude en deux dimensions. Première, changement de comportement, davantage de compréhension pour les États se sentant menacés par la Russie, tout en maintenant le dialogue diplomatique avec Vladimir Poutine dans l'espoir de trouver finalement un consensus. Et deuxièmement, constatation du danger présenté par la Russie. Et cette menace est depuis considérée comme multigéographique. Elle peut affecter de nombreux endroits dans le monde. Par exemple, là où la France a des intérêts, en Afrique, la Russie peut menacer les intérêts français au Mali, dans le pays du Sahel et en République centrafricaine. Cela signifie on peut dire un réveil brutal de la politique française envers la Russie jusqu'à présent, ainsi que la nécessité de redéfinir et de renforcer la politique européenne de sécurité et l'architecture européenne de défense à l'avenir. Emmanuel Macron s'y efforce depuis le début de sa présidence, mais c'est maintenant le moment idéal pour atteindre ses objectifs et faire passer ses priorités dans la PSDC. La France participe activement à l'intégration des Balkans dans l'UE. Elle considère la guerre actuelle en Ukraine comme une menace pour la stabilité de ces États, des États des Balkans. On entreprendra des efforts diplomatiques pour rejoindre l'UE dès que possible, pour que ce pays puisse rejoindre. Face à des candidats à la présidentielle comme Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, qui se disaient pro-Poutine, partisans d'une relation étroite avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a opéré un changement radical dans la politique française envers la Russie. La guerre en Ukraine a, en certaine manière, légitimé les efforts de renforcement de l'UE dans la dimension de sécurité et de défense sous la présidence française, et cela a également montré que les aspirations d'Emmanuel Macron à créer cette Europe puissance pourraient bien rester justes. Les événements en Ukraine ont montré que l'UE ne compte pas comme un partenaire de négociation sérieux, en tout cas comme c'était au début, comme la Chine, la Turquie ou même Israël, elle n'est pas un point de référence. Selon Pierre Verluise, politologue français, il faut passer de l'union de la paix à l'Europe puissance. Dominique de Villepin, le premier ministre
de la France a déclaré que la guerre était le début d'un nouvel ordre mondial dans lequel la défense européenne et l'autonomie stratégique de l'UE seraient façonnées. Cette opinion est partagée par Bertrand Badi, le politologue, qui estime que la guerre en Ukraine est la première guerre dans un monde globalisé. Selon lui, la Russie sera exclue de la mondialisation. Ce vide devrait être comblé par justement l'Europe de la défense. Et comme le note Ivan Kassev, politologue, notre monde a changé. Nous estimons dans le monde d'après-guerre, maintenant nous sommes dans le monde d'avant-guerre. C'est un changement qui semble être dans l'esprit des gens. En résumé de cette première partie, la France, soucieuse de relever les défis géopolitiques du monde moderne et de réaliser ses ambitions européennes, a choisi de construire une Europe forte et renforcée, c'est-à-dire Europe puissance. Ce concept s'est naturellement imposé en opposition aux trois visions de l'Europe qui émergeaient, selon Nicolas Tanzer, dans la compréhension française de l'UE. L'Europe comme équilibre entre les États-Unis et la Chine, où la Chine assumait le rôle de l'ex-Union soviétique, l'Europe comme création géographique et culturelle, enfermée dans des frontières imposées, et l'Europe comme l'une des sphères d'influence sans grande importance sur la carte du monde, entourée d'autres sphères d'influence. Selon lui, pour répondre à ces trois théories, nous avons besoin d'une mission spéciale pour l'UE, créer une Europe puissance, compte tenu des coûts élevés que peut supporter l'Union, tout en restant non compétitif sur la scène internationale et en restant hors d'Europe. Ainsi, la France a construit son programme de présidence autour de trois éléments essentiels, l'économie, la sécurité et les valeurs. Le 9 décembre 2021, Emmanuel Macron a présenté les priorités et les enjeux de la présidence française du Conseil de l'UE, appelées les ambitions françaises. Leur slogan est « Relance, puissance, appartenance ». En introduction à son discours, Emmanuel Macron a souligné que la présidence française se déroulerait à un moment exceptionnel en raison, je cite, de la crise sanitaire et climatique, des inégalités mondiales croissantes et tensions croissantes à la frontière orientale de l'UE. Il faut souligner que c'était aussi le moment de la campagne électorale en France où Emmanuel Macron s'est présenté à sa réélection. Le premier objectif de la présidence française, évoqué dans le discours du président, est, je cite, de transformer la coopération européenne à l'intérieur de nos frontières en une Europe puissance ouverte sur le monde, souveraine, libre et maîtresse de son destin. Fin de la citation. Emmanuel Macron a souligné que la condition nécessaire pour faire face aux nouveaux défis auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui, tels que la migration et la guerre hybride, est de renforcer le contrôle aux frontières européennes. Ce faisant, il a appelé à une réforme effective de l'espace Schengen sur le modèle de la zone euro, par la mise en place d'un contrôle politique et des réunions ministérielles régulières. Par ailleurs, la présidence française soutient la création d'un mécanisme d'aide d'urgence aux frontières en coopération avec Frontex. Il s'agit de permettre une réponse rapide et efficace de l'UE en cas de crise à la frontière. Selon Emmanuel Macron, les procédures utilisées jusqu'à présent sont, je cite, trop détaillées et appliquées uniquement dans des circonstances exceptionnelles. En outre, selon lui, la présidence française devrait être mise à profit pour accélérer la mise en œuvre du paquet européen sur la migration en renforçant la coopération avec les pays d'origine et du transit, mais aussi en harmonisant les droits des migrants et les règles régissant les mouvements secondaires. Dans le domaine de la défense européenne, le président français appelle à l'entrée dans la phase opérationnelle en définissant la forme définitive de la boussole stratégique. L'Afrique et les Balkans occidentaux constituent aussi un élément important du discours d'Emmanuel Macron. Selon le président français, l'UE devrait poursuivre ses initiatives structurantes envers ces régions. Là, je cite,
La relation entre l'Afrique et l'Europe est un grand projet politique et géopolitique. Pour les décennies à venir, l'UE, selon Emmanuel Macron, porte la responsabilité politique envers cette région, envers, par exemple, les Balkans occidentaux face à la perspective européenne. Une autre ambition qui a été soulignée et évoquée par le président français est de tendre vers un nouveau modèle européen. L'UE devrait créer de nouveaux emplois qui correspondent aux besoins et lutter contre le chômage. Par conséquent, les directives sur le salaire minimum et la transparence salariale sont une priorité pour la présidence française. Il est également important de dynamiser des domaines tels que la technologie de l'hydrogène, les batteries industrielles, la fabrication de semi-conducteurs, l'économie numérique, la défense, la santé et la culture. Et je cite, « Nous devons positionner l'Europe et lui donner les moyens d'établir la norme pour l'avenir. » Fin de la citation. Emmanuel Macron a souligné qu'une action au niveau national n'était pas la bonne voie et que la France favoriserait les achats européens, les plans d'investissement européens et les nouvelles alliances industrielles, tout au niveau européen. Et ce nouveau modèle, exigera des règles budgétaires, bien sûr, un cadre financier approprié. Emmanuel Macron a également évoqué dans son discours l'agenda climatique. La lutte contre le réchauffement climatique n'était pas la priorité absolue de cette présidence, mais le nouveau modèle de développement européen promu par la France s'inscrit pleinement dans ses ambitions écologiques. La présidence française adaptera la réglementation européenne pour 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. La dimension numérique de l'économie est également un élément important de la présidence française. La France souhaite mettre en place deux lois sur la numérisation, la loi sur le marché numérique et la loi sur les services numériques. Selon Emmanuel Macron, elles doivent contribuer à hisser les standards européens au niveau de la compétitivité internationale, soutenir l'innovation et le développement de marchés européens et créer un marché numérique intégré. À la fin de son allocution, le président français a souligné également la vocation humaine de l'Europe, qui est de la rendre plus efficace et plus proche de tous les citoyens. Selon lui, la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe en mai 2020 devrait signifier la renaissance de l'idée européenne. Il a souligné également la volonté de trouver de nouveaux instruments pour aider à raviver notre liberté démocratique et a appelé à un travail sur l'histoire européenne dans un cadre historiquement indépendant face au révisionnisme qui prévaut dans certaines parties de l'Europe. Les enjeux de la présidence française ont ensuite été présentés dans un document officiel de la présidence française intitulé « Relance, puissance, appartenance », le programme de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ils s'inscrivent dans le prolongement des priorités et des objectifs contenus dans le discours d'Emmanuel Macron. Ils sont doubles et doivent être analysés dans le contexte de la situation géopolitique dans le monde et en France même, où ils sont indirectement liés aux élections présidentielles et législatives. Premièrement, ils concernent les processus législatifs et les actes spécifiques qui sont traités pendant la présidence. La présidence française s'est fixé 3 grands objectifs législatifs auxquels elle donnait la priorité. Il s'agit des lois sur la numérisation proposées par Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, la loi sur le marché numérique et la loi sur les services numériques qui vise à réglementer le fonctionnement des grandes entreprises telles que les GAFAM sur le marché des services informatiques et améliorer le processus de numérisation dans les États membres. Les lois, deuxième, c'est les lois de transformation écologique visant à développer une taxe carbone aux frontières de l'Europe et les lois à caractère social concernant la réglementation du salaire minimum dans les États membres. La deuxième nature de défis auxquels est confrontée la présidence française, ce sont des grands enjeux politiques dont la France se sert pour poursuivre ses ambitions en privilégiant les domaines d'action politique
de domaines d'action qui lui tiennent le plus au cœur. Emmanuel Macron, présentant les priorités de la présidence française, a souligné dans son discours la nécessité de construire une Europe forte d'ici 2030 qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance français France 2030, un plan d'investissement pour la France de demain. Et cet objectif passe par la mise en place d'un nouveau modèle de croissance et d'investissement, et cela signifie deux activités complémentaires: la capacité à investir conjointement au niveau européen dans le domaine d'avenir lié à la transformation écologique, à la numérisation et à l'autonomie stratégique, qui sont une priorité absolue, et deux, la mise en œuvre du plan de reconstruction et la réforme du pacte de stabilité, qui fournit le cadre de la politique budgétaire de l'UE. L'objectif ultime de créer un cadre facilitant les investissements européens communs qui trouveront l'équilibre budgétaire le plus favorable pour les États membres. Les priorités de la présidence française qui reflètent les ambitions et les attentes françaises pour l'Europe sont articulées par Emmanuel Macron depuis le début de sa présidence en 2017. La France est clairement favorable à une puissance européenne, à une Europe souveraine, libre et totalement indépendante. C'est important compte tenu de l'environnement géopolitique et du moment historique dans lequel se trouve actuellement le monde. L'UE est à la croisée des chemins entre la nécessité de renforcer la sécurité européenne et la crise sanitaire. Au fur et à mesure que les priorités de la présidence française se cristallisaient, les Russes menaçaient l'Ukraine d'un conflit armé et la pandémie de Covid-19 et ses conséquences devenaient de plus en plus graves dans le domaine économique. Le président français a insisté sur la nécessité d'une Europe forte, déclarant dans son discours du Nouvel An: l'année 2022 doit être une année de grands changements européens. Les priorités de la présidence française ont également été soutenues par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré dans un message sur Twitter saluant la présidence française, je cite, qu'ensemble, nous œuvrons pour une Europe plus numérique, écologique et sociale, dont la voix s'élève loin dans le monde. Donc, les enjeux de la présidence pour la PSDC depuis 2016, les travaux ont été avancés dans le cadre de la PSDC. Donc, c'est la politique de la sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Et le Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente ont été mis en place. Et dès le début de sa présidence, Emmanuel Macron, dans son fameux discours à la Sorbonne en 2017, a présenté la nécessité de mettre en œuvre en Europe, je cite, l'agenda de la souveraineté européenne. Elle est devenue l'une des priorités de la présidence française et présente le renforcement de la défense européenne, l'intégration de la sécurité et le renforcement de la coopération de défense au niveau européen. Ainsi, il est très important pour la France de réaffirmer le rôle de l'UE en tant qu'acteur important dans le domaine de la défense et de la sécurité sur la scène internationale. L'une des priorités de la présidence française du Conseil est de faire de l'UE une puissance également en matière de sécurité et de défense. Comme la note Nicolas Tenzer, je cite, la puissance et la force n'étaient pas considérées comme des attributs nécessaires à la construction de communautés européennes. L'objectif était de garantir la paix en Europe en reconnaissant les économies, en garantissant le bien-être des citoyens et en renforçant la démocratie. Fin de la citation. En septembre 2021, Emmanuel Macron disait: l'Europe doit cesser d'être naïve. Elle doit défendre ses intérêts et construire son propre potentiel militaire. Selon le président français, nous devons renforcer la sécurité européenne, renforcer l'autonomie stratégique et la souveraineté de l'Europe, et ainsi œuvrer pour la paix et la sécurité internationale. L'autonomie stratégique, justement, est l'une des ambitions politiques fondamentales de la France, est l'une des pierres angulaires d'une Europe puissance. Son objectif est d'aboutir à la forme définitive de la boussole stratégique de l'UE, qui a été éprouvée le 21 mars 2022 par le ministre des Affaires étrangères de la Défense des États membres lors d'une réunion conjointe sur la base d'un projet présenté par le haut représentant. Ce document,
C'est une sorte de livre blanc qui a été initié par la présidence allemande au Conseil de l'UE en 2020 et a été convenu pour 2 ans et est devenu l'un des succès de la présidence française. Il a assuré la préparation rapide de la position du Conseil sur les initiatives de la Commission dans le cadre du paquet défense et a soutenu les efforts du haut représentant de la Commission et des États membres pour mettre en œuvre cette boussole stratégique. Donc, comme je disais, il s'agit d'un livre blanc sur la sécurité et la défense de l'UE. C'est le premier document de cette ampleur, aussi important dans ce domaine au niveau européen. Il vise à renforcer le niveau d'ambition de l'UE dans le domaine de la sécurité et de la défense en mettant particulièrement l'accent sur la gestion des crises, les capacités stratégiques et le partenariat d'ici 2030. Il présente les dangers qui menacent l'Europe tout en fixant des ambitions communes au niveau européen en définissant les objectifs et les mesures à mettre en œuvre par l'UE. Cette boussole stratégique s'articule autour de 4 domaines couvrant tous les aspects de la PSDC de l'UE. Premier, c'est action. Donc, c'est le premier pilier cela concerne la gestion des crises. L'objectif est de renforcer la capacité de l'UE à réagir rapidement dans des situations de crise. Une force de réaction rapide de 5000 soldats sera créée. Des exercices tactiques conjoints seront menés. La mobilité militaire sera accrue et les missions et opérations PSDC civiles et militaires de l'UE seront renforcées. Deuxième point, c'est la sécurité. Le deuxième pilier est d'assurer la sécurité. Il vise à fournir les moyens et les instruments dans analyse de renseignements, équipe d'intervention, diplomatie numérique, cyberdéfense pour sécuriser l'UE contre les nouvelles. Jeszcze godzina. Godzina jest. Dziękuję. Nie, normalnie tak mówię. Bon, je vais me dépêcher. Donc, troisième, c'est investissement. Quatrième, partenariat. Le soutien aux activités de l'UE dans le cadre de la stratégie de sécurité maritime de l'UE par le biais de l'application de la présence maritime coordonnée dans la région du Pacifique Indien et l'adaptation de la stratégie aux défis futurs constitue aussi un élément important de la présidence française dans le cadre de la PSDC également, et la stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense, ainsi que la mise en œuvre des technologies clés et la réduction des arriérés stratégiques dans ce domaine reste également essentielle. La présidence est également chargée de soutenir la mise en œuvre de la Facilité européenne pour la paix et de la PSDC civile de l'UE jusqu'à 2023. Dans le cadre de l'Europe de la défense, la présidence française souhaite rendre l'Union plus forte et plus opérationnelle, complémentaire de l'OTAN, afin qu'elle puisse apporter une contribution significative à la sécurité globale et transatlantique. Cet objectif doit être atteint en approfondissant les relations de l'UE avec ses partenaires dans le domaine de la sécurité et de la défense. Pour la France, l'un des objectifs les plus importants est de renforcer les capacités opérationnelles de l'Union dans le domaine de la défense par les possibilités de mener les missions conjointes, de définir leur déroulement et de leur donner plus de flexibilité en coopération avec les missions nationales et les missions de l'OTAN. Les relations entre l'UE et l'ONU jouent un rôle aussi important. Cependant, le renforcement de la coopération avec l'OTAN et du dialogue avec les États-Unis, ainsi que le renforcement de partenariats en Afrique et dans la région Indo-Pacifique reste le plus important dans ce domaine. Il est primordial de renforcer les activités dans le cyberespace aussi. Et aussi, il est important pour la France de développer et d'approfondir la coopération au sein de l'industrie européenne de défense afin qu'elle devienne compétitive et donne à l'Union une autonomie stratégique. La présidence française est favorable à l'accélération du développement de la base technologique industrielle européenne du secteur de la défense. Donc, pour conclure, le bilan de la présidence française est plutôt positif.
Pour ces 6 mois de la présidence du Conseil de l'Union européenne, la France a fait avancer de nombreux dossiers dans un contexte politique bouleversé et par les conflits en Ukraine. Les principales priorités ont malgré tout été atteintes et le bilan français reste à la fin plutôt positif. Actuellement, le trio est au Conseil de l'UE, donc c'est la France, la République tchèque et la Suède qui vont qui définissent les objectifs à long terme. Donc, pour résumer les buts qui ont été atteints pendant la présidence française, donc ce qu'il faut, à mon avis, le plus souligner, c'est que dans le domaine de la diplomatie et de la défense, les sanctions ont été mises en place contre la Russie, le financement de livraison d'armes aux Ukrainiens et aussi la boussole stratégique dont j'ai déjà parlé. Concernant le voisinage, l'Ukraine et la Moldavie ont reçu le statut de candidat à l'adhésion. Le 23 juin 2022, le Conseil européen a accordé à l'Ukraine et à la Moldavie le statut du pays candidat à l'Union européenne, ce qui a été un grand succès pour la présidence française. Aussi, le relancement du processus d'intégration des Balkans occidentaux pour les pays comme Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie, c'était un fort signal qui a été envoyé depuis l'Union européenne vers cette région, ainsi que la création, et c'était une idée d'Emmanuel Macron, la création de la communauté politique européenne qui doit assurer un cadre politique pour les pays qui adhèrent. Dans la première réunion va avoir lieu le 6 octobre à Prague, où l'Union européenne a aussi invité tous les pays qui sont candidats et aussi les pays qui sont liés par quelques relations avec l'UE, par exemple la Turquie ou la Grande-Bretagne. Dans le cadre de numérique, donc c'est le Digital Market Act et le Digital Service Act qui ont été votés et mis en place. L'indépendance énergétique, donc c'est les mesures concernant l'indépendance énergétique de l'Europe et l'utilisation d'autres sources d'énergie. Le climat et l'environnement, donc c'est la création du nouveau marché du carbone et de nouvelles taxes carbone, la création du fonds spécial pour le climat, l'économie. Donc c'est l'instrument de réciprocité sur le marché public et aussi les aides d'État accordées par les pays tiers à leurs entreprises. Le social, donc c'est la directive sur le salaire minimum et aussi la directive sur l'équilibre femmes-hommes dans le conseil d'administration au sein de l'UE, l'espace Schengen et la migration. Donc, c'est la création d'un pilotage politique nommé Conseil Schengen et aussi le déclenchement, ce qui a eu lieu pendant la présidence française, du mécanisme d'urgence d'accueil des Ukrainiens. Et aussi, ce que tenait beaucoup Emmanuel Macron, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'était son idée qui a été lancée en mars 2019 et qui a abouti en un projet de 325 propositions qui a été présenté le 9 mai 2022. Donc, pour conclure, c'est la fin de ma présentation. 13 ans après la dernière présidence, la France a pris la présidence du Conseil de l'UE et c'est une grande importance symbolique pour la France car cela lui a permis aussi à ses citoyens de se rappeler leur appartenance à l'UE en tant que communauté dans la dimension politique, sociale, économique, ainsi que de sécurité et de défense. Et aussi, cette idée d'Europe puissance est devenue le fil conducteur de la présidence française du Conseil. Le concept d'autonomie stratégique et de souveraineté européenne traduisent les ambitions françaises de renforcer l'Union sur la scène internationale et d'en faire un acteur géopolitique à ce que tient beaucoup la France. Cela s'inscrit dans la lignée de la campagne de l'actuel président Emmanuel Macron, qui en a fait une mission importante pour la présidence française et pour son second mandat qui est en cours. Je cite, « Il n'y a pas de pouvoir sans le désir d'être le pouvoir », c'est la citation de Pierre Verluse. Et face à la guerre en Ukraine, l'Union européenne s'est retrouvée dans une situation
géopolitique où elle doit redéfinir ses ambitions stratégiques et militaires. La présidence française, en finalisant la boussole stratégique de l'UE et en promouvant le soutien à l'autonomie stratégique, a apporté une réponse proportionnée à la situation, et cela peut faire de la puissance de l'Union une nouvelle puissance qui, en coopération avec ses alliés, devient un acteur important sur l'arène des relations internationales. Elle a des bases solides pour devenir une puissance, la population, le territoire et l'ambition. Elle doit utiliser son potentiel politique, économique, militaire, culturel et technologique pour le mettre en œuvre. Et la présidence française était aussi un moyen d'atteindre cet objectif ambitieux mais réaliste face au nouvel ordre sécuritaire en Europe du fait de la menace russe. Et je cite, c'est la dernière citation d'Alain Peyrefitte, « Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal et de garder son idéal quand on voit les réalités. » Merci pour votre attention. Merci Kinga. Donc, merci pour votre présentation qui, je pense, fait le bilan de la politique française menée à la tête de l'Union européenne. Donc, comme nous avons eu des problèmes techniques, donc on n'a pas beaucoup de temps pour la discussion, mais on a quand même 10-15 minutes. Je pense qu'on pourrait prendre pour discuter. Donc, je propose, je ne veux pas monopoliser la parole. S'il y a des questions en ligne, vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous avez des questions, des commentaires, nous vous écoutons également. Et ensuite, donc, on pourra développer telle ou telle thématique en fonction de vos interrogations, justement, par rapport à ce thème qui aborde plusieurs domaines dans l'action française, évidemment. Je ne sais pas, est-ce qu'en ligne, Salicia, est-ce que nous avons des questions en ligne? Pas de commentaires? Non, peut-être non. Allez-y. Il n'y a personne. Oui, allez-y. Donc, c'était très, très dense parce que c'était 6 mois de... Non, mais je pense que c'est aussi les sujets qui sont très denses. Oui, bien sûr. Et c'est difficile de tout dire. Mais moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a frappé, c'est en fait qu'on a un peu l'impression qu'on se glisse sur... et je ne veux pas dire que c'est dans la présentation, mais c'est dans la présidentielle française qu'on se glisse un peu sur le sujet, la thématique climatique. Et pourtant, ils ont pas mal des intervenants du monde scientifique qui les vraiment pressent. Et justement, je pense que la France, elle aurait pu faire quelque chose pour aller de l'avant, pour gagner du temps, un peu pour toute l'humanité, pas seulement en Europe. Et en fait, je voulais savoir quels sont en fait des objectifs qui ont été atteints par rapport à cette thématique, si vous avez noté. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas une priorité absolue, mais c'était une priorité quand même vis-à-vis le contexte d'une urgence climatique que nous voyons aujourd'hui. Alors aussi, je pense que c'est le contexte en général qui a fait que les autres choses étaient plus urgentes. Par exemple, moi, je me spécialise dans la sécurité, donc j'ai vu que la priorité absolue, c'était cette boussole stratégique. Il fallait définir la menace et aussi la réponse de la part de l'Union européenne. Quand j'ai mentionné, donc, concernant le climat et l'environnement, la France a quand même conduit à une création d'un nouveau marché de carbone. Et aussi, de nouvelles taxes carbone ont été mises en place. L'Union a créé un fonds social pour le climat qui va servir d'un instrument pour les pays membres, justement pour la question, tout ce qui était social concernant le danger climatique.
Après, je pense que tous les taxes carbone, tous les objectifs 2030 vont être atteints. Et c'est justement la mission pour la prochaine présidence. D'accord, merci. Merci à vous. Je crois qu'en ligne, nous avons une question dans la suite des questions climatiques, donc là plutôt sur la question énergétique. Quel est le plan d'action face à la crise énergétique? Face à la crise énergétique. Merci beaucoup pour cette question. La France a propulsé en avant, a fait avancer les dossiers qui étaient déjà mis en place et qui étaient déjà étudiés par la présidence précédente, surtout concernant la mesure qui concernait l'indépendance énergétique de l'Europe et l'utilisation d'autres sources d'énergie, par exemple l'énergie fossile, ce qui était déjà très urgent, traité d'une manière aussi très urgente vis-à-vis le conflit, c'était justement cette dépendance énergétique. Mais ce qui s'est passé, c'est que après la présidence française, les vraies actions ont été mises en place, c'est-à-dire de minimiser au plus possible la dépendance du gaz russe et d'énergie venant de la Russie. Donc, je pense que c'est le dossier qui va être traité et c'est très, très actuel. Merci Kinga. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement ou en ligne si vous avez des questions. Je me permettrai juste de réagir. Je vous laisse le temps de réfléchir notre minute. Donc juste, j'aurais une question sur le début parce que vous avez commencé avec les questions militaires, donc par rapport à la France, donc en lien évidemment avec la guerre en Ukraine également. Et je voudrais savoir justement quelle est la position concrète du coup dans ces propositions de fonder une armée européenne, c'est-à-dire revenir un peu sur les plans qui finalement ont été déjà évoqués par la France, comme vous l'avez dit au départ, depuis les années 50. C'est Mendès France qui prévoyait déjà de créer une armée européenne à l'époque. Quelle serait la position face à l'OTAN? Parce que finalement, la majorité des pays qui font partie de l'Union européenne, dont la France, font partie de l'OTAN. Donc, quel est le projet pour, en quelque sorte, redonner de la puissance militaire à l'Europe au sein de l'OTAN? Est-ce que ce serait à terme une sortie de l'OTAN? Est-ce que ce serait une coopération, une superposition des deux types d'alliances? Et puis d'autre part, donc dans la suite de cette question, je voulais vous demander aussi comment est-ce que vous voyez cette politique militaire française dans la mesure où la France, qu'elle parle d'une puissance européenne, mais finalement, elle a un statut très particulier dans l'Union, puisque c'est la seule puissance qui a l'arme nucléaire aujourd'hui. Donc, est-ce que finalement, c'est une politique européenne que mène la France, ou est-ce que c'est plutôt son élargissement de son influence militaire, profitant de son statut d'être la seule puissance nucléaire du continent européen aujourd'hui, enfin, sans la Grande-Bretagne, évidemment, mais il n'est plus dans le but. Voilà. Merci pour ces questions. Donc, la France, elle perçoit l'Union européenne, la dimension militaire de l'Union européenne en tant que une complémentarité face à l'OTAN. Ça a été dit plusieurs fois par Emmanuel Macron. Il a mis en doute il y a 3 ans l'efficacité de l'OTAN face aux conflits militaires et conflits dans le monde en disant que l'OTAN est en phase de mort cérébrale. Depuis, ça a été rediscuté. Il a bien souligné plusieurs fois que si l'Union européenne s'est dotée d'une armée européenne et d'une vraie puissance militaire, ce sera toujours complémentaire avec l'OTAN, pas à côté, mais justement en faisant une partie. Emmanuel Macron, il y a 4 ans, il a construit un projet de plusieurs pays qui justement proposait d'envoyer certains militaires, certains soldats, mais ça n'a pas abouti à un projet concret. Donc, je pense que cette idée de l'armée européenne, elle va revenir plusieurs fois, mais pour l'instant,
c'est l'OTAN qui est le plus important en Europe, ça reste ainsi. Concernant la France, sa politique en tant que grande puissance, donc je pense que la France, elle tient beaucoup justement à être vue comme cette puissance européenne qui est dotée de l'armée nucléaire, bien sûr, qui a la plus grande armée dans le monde, mais qui, par le biais de l'Union européenne, pourra encore renforcer sa puissance sur les forums européens en construisant une vision d'une sécurité et d'une défense européenne. Donc, elle va attribuer à construire cette défense et sécurité européenne dans le cadre de l'Union européenne, tout en restant une puissance nucléaire et militaire avec les actions militaires, avec les soldats dans le monde. Donc, je pense que ça a été souligné plusieurs fois par Emmanuel Macron et par ses hommes politiques qu'elle veut à tout prix rester cette puissance reconnue. Et si du coup on parle par exemple en termes de leadership, qui est un terme justement géopolitique, comment est-ce que la France propose justement de construire un modèle européen tout en sachant que par exemple c'est elle qui a l'arme nucléaire. Donc, par exemple, si sur la question de l'utilisation de l'arme nucléaire, est-ce que ça restera une décision française ou est-ce qu'il y aura un conseil militaire européen en quelque sorte qui décidera soit de l'utilisation de l'arme, enfin de sa place en fait, en quelque sorte, dans cette défense européenne, en quelque sorte. La France, elle considère l'arme nucléaire autant que sa force dissuasion. Oui, bien sûr, donc, ce qui est normalement dans tous les... Moi, je ne connais pas de documents qui parlent que ce sera un Conseil européen. Je pense que en tant que puissance nucléaire, elle décidera elle-même. Ça veut dire qu'il y aura une politique militaire donc, nationale, mais qui sera intégrée dans une armée européenne. Au niveau européen. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, merci beaucoup. Vous avez évoqué que dans un grand projet géopolitique pour la France et pour la présidentielle française et par la suite pour l'Union européenne, devrait rentrer aussi l'Afrique et les continents. Le Balkan et l'Afrique. Oui, les Balkans et l'Afrique, oui, exactement. Mais j'ai noté l'Afrique et ça m'a vraiment un peu interpellée, disons ça comme ça. Et parce que je voudrais savoir si, à votre avis, c'est plutôt si ce ne sont pas plus les intérêts de la France qui passent au-dessus, en dessus de ceux de l'Union européenne. Voilà, d'appuyer Je comprends. Oui, excusez-moi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Où je veux aller, mais oui, c'est justement, je me demande si, parce que c'est très intéressant cette problématique d'aller vers les continents africains, par exemple, dans la globalité de l'Europe, mais aussi, vu les contextes historiques français, c'est plus l'air peut-être intérêts qui sont prononcés par ça. Je ne sais pas si... Oui, c'est clair. Donc là, il y a, je dirais,
d'un côté, les objectifs de la politique des affaires étrangères de la France, où l'Afrique est présente depuis des années et la France a des intérêts communs en matière d'économie. Là, nous avons vu que aussi dans l'intérêt d'énergie, Emmanuel Macron est allé en Algérie. L'Afrique reste toujours un partenaire très important pour la France et les relations sont bilatérales très fortes. D'un autre côté, nous avons le cadre européen où l'Afrique est un partenaire très important pour l'Union européenne en tant que partenaire institutionnel. L'UE a signé plusieurs partenariats avec l'Union africaine. Donc, je pense que les intérêts de la France sont très importants, mais ça reste aussi les intérêts de l'Union européenne qui sont importants aussi en Afrique, qui sont mis en cadre et avec un partenariat bilatéral entre, par exemple, l'Union des pays africains et l'Union européenne. Et puis je pense aussi, si je peux me permettre, enfin, il faut rajouter peut-être aussi que même à l'échelle nationale aussi, enfin, il y a aussi le contexte fait qu'il y a plusieurs pays européens qui n'ont pas se passé, on va dire, de l'empire colonial français, mais qui sont impliqués dans des liens très forts avec l'Afrique, comme l'Italie, par exemple, comme la Grèce aujourd'hui, notamment très concrètement, si on pense aux crises migratoires qui a eu lieu et qui continuent en quelque sorte à se perpétuer au fur et à mesure des années. Donc il y a ce contexte donc de la Méditerranée en général qui fait que l'Union européenne est concernée dans son ensemble pratiquement, et non pas seulement pour tout France. Je ne sais pas si Kelvia vous êtes oui, bien sûr. Je pense que sur ce plan-là, il y a une tradition française de lien politique avec l'Afrique, mais il y a aussi aujourd'hui le contexte politique et social fait que toute l'Union européenne finalement a des liens ou des implications directes avec la face nord au moins du continent africain, voire avec le Proche-Orient, etc. Donc, si ça implique évidemment. Excusez-moi c'est un peu de problématiques qui se croisent, celle migratoire et maintenant le marché d'énergie. Et en plus avec l'énergie, il y a aussi les matières premières évidemment qui jouent tout à fait. Oui, nous avons encore une question. L'avant-dernière. Oui, je vous posais une question en première. Cette présentation est très bien couverte. Et deuxième, je me demandais ce qui était fait pour la migration, malgré la réduction de l'afflux de migrants non européens dans les États membres après la crise de 2015. La France est toujours présentée comme la principale destination de migration et on estimait, je pense, aujourd'hui que le nombre de migrants en situation irrégulière en France s'élève à près de beaucoup. N'est-ce pas aussi un gros problème en matière d'économie, mais aussi sur le plan socioculturel? Donc, la question concerne l'immigration en France ou dans le cadre de l'Union européenne? Pour l'immigration en France, pour aujourd'hui. Donc, je ne connais pas le nombre exact de migrants légaux ou illégaux en France. Je sais que le gouvernement français a mis en place plusieurs cadrages de migrants. Il y a une politique qui est définie depuis des années vis-à-vis de migration. Dans le cadre de l'Union européenne, ce qui a été souligné aussi par Emmanuel Macron, c'est qu'il voulait un contrôle plus défini, par exemple, sur les frontières de la zone Schengen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a proposé, et ça a été créé, un cadrage politique Conseil Schengen qui a pour objectif de piloter la migration légale et illégale, ce qui était aussi à l'initiative de la France pendant la crise avec le déclenchement du conflit de la guerre en Ukraine. C'est pour la première fois, par exemple, le mécanisme a été déclenché, le mécanisme
d'urgence d'accueil de migrants, par exemple d'Ukraine. C'est un mécanisme qui a été créé il y a une dizaine d'années. À l'initiative de la France, ça a été mis en place et aussi le gouvernement français a accueilli des migrants d'Ukraine. Malheureusement, pour le nombre exact, je ne peux pas vous dire. Et puis, ce ne sont que des estimations, puisque ce sont des immigrants illégaux et par définition, on ne connaît pas les nombres. C'est une très bonne question, merci beaucoup. Je vais le vérifier. Merci beaucoup pour la réponse. Une dernière question peut-être, et nous allons clôturer cette séance qui arrive déjà. Oui, peut-être que j'aurais une petite dernière question. Dans quelle mesure cette présidence française a été une tentative d'une redéfinition du concept même de l'Union européenne? Par exemple, tu as mentionné ces 3 possibles définitions du concept d'Europe de Nicolas Tanzer. C'est une partie de ma question. Et une autre, peut-être plus intéressante, quelle est ta propre définition du concept d'Europe? Comment tu vois l'Union européenne aujourd'hui en tant que telle? Merci beaucoup, Alicia Jaworska, pour cette très pertinente question. Donc, l'idée d'Emmanuel Macron, depuis le début de sa présidence, depuis aussi de sa apparition sur l'arène européenne, c'était de construire une Europe de valeurs. Il citait souvent Jean Monnet qui disait que si je devrais faire dès le début l'Union et l'Europe, je commencerai par la culture. Et aussi, il faisait il citait souvent aussi Robert Schuman qui disait que l'Europe, avant tout, avant d'être une alliance militaire et économique, est une aussi communauté culturelle, communauté de valeurs. Donc, pour la France, je dirais que c'est une sorte de soft power d'utiliser cette Union européenne en tant que en tant qu'un héritage culturel, un héritage de valeurs. Donc, c'est comme ça que la France veut que l'Union européenne en autre soit perçue, d'où aussi, par exemple, c'est une initiative d'Emmanuel Macron de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui consistait aussi à devenir d'une nouvelle, d'une certaine manière, les valeurs européennes d'aujourd'hui, de comment c'est vu par de nouvelles générations, les jeunes générations, cette Europe. Pour moi, l'Europe européenne, parce que je viens d'une génération qui a vécu aussi dans le communisme et qui vit aujourd'hui dans le monde sans communisme, donc je dirais que pour moi, l'Union européenne incarne une liberté dans presque chaque domaine de ma vie, au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de la démocratie. Et comme ça, je souhaiterais que ça continue pour mes enfants et pour les générations à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cynthia pour votre présentation. Je pense que l'heure arrivant à terme, même on a dépassé, je pense déjà le terme. On va conclure peut-être sur ces propos prometteurs aujourd'hui. Et on vous retrouvera donc à la prochaine séance qui aura lieu. Salicia, est-ce que vous avez Oui, on se voit la prochaine fois dans 15 jours, le 19 octobre, et on va accueillir Maciej Bukowski qui va parler de la relation climat-sécurité à l'ère de l'Anthropocène. Il travaille au ministère du Climat et de l'Environnement et il est aussi doctorant à l'Institut des sciences politiques et des relations internationales de l'Université Jagiellon. Donc, on vous invite déjà à cette prochaine séance de ma part. Un grand merci à Kinga et à tout le public. En ligne. Oui, merci pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine fois dans 2 semaines. Donc, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.
Merci, Merci au à vous. revoir. Merci.